Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. Très heureux de retrouver le collègue Stéphane Bureau en direct de la France parce que Stéphane, tu nous arrives ce matin avec une analyse qui, selon moi, doit être faite du procès Donald Trump aux États-Unis. Parce que si le président américain, lui, ou l'ex-président américain plutôt, continue de dire constamment que son procès, c'est de la fraude, c'est de la bullshit, il n'y a rien de vrai, tout le monde est corrompu, il y a quand même un entre-deux. Le traitement médiatique et judiciaire de M. Trump, il est complètement inhabituel. Puis sans être dans tout ce que lui prétend directement, il y a quand même quelque chose d'anormal, d'inhabituel dans son procès, Stéphane. Enfin, je ne sais pas si c'est inhabituel, mais il y a peut-être un poids, deux mesures qui a souvent été souligné par M. Trump. Est-ce qu'on fait des efforts particuliers et uniques pour moi qu'on ne ferait pas pour d'autres? On peut revenir, par exemple, à ce procès civil où il a été condamné à 455 millions de dollars d'amende pour avoir grossi artificiellement le chiffre d'affaires de ses compagnies. Il faut rappeler que dans cette histoire, il n'y avait pas de plaignant, pas de plainte déposée, donc pas de victime. C'est l'État, New York, qui a décidé d'intenter les poursuites, estimant qu'il y avait eu à répétition malversation, ce qui est tout à fait autorisé. Mais est-ce que d'autres des concurrents de M. Trump dans le monde de l'immobilier à New York ont eu ce traitement de faveur? Est-ce que d'autres promoteurs immobiliers sont ainsi passés sous la loupe parce qu'ils n'auraient pas toujours eu des pratiques qui étaient réglo? La réponse, c'est non. Puis moi, je fais le pari qu'il y a probablement, si on se mettait à gratter chez ses concurrents dans le monde seulement de la construction immobilière, des pratiques qui peut-être intéresseraient le procureur et qui justifieraient, pourquoi pas, d'amorcer une enquête et peut-être d'aller en procès. On a fait un procès à M. Trump et on l'a condamné à payer 455 millions de dollars. Il n'y a pas beaucoup de précédents, encore une fois, surtout dans une affaire où personne n'avait porté plainte et où il n'y avait pas de victimes. C'est pas parce que l'État ne peut pas intenter les poursuites, évidemment, que je précise ça, c'est qu'il n'y a pas d'autres occasions comparables où on s'est donné autant de mal. Ça nous amène donc aujourd'hui au procès de M. Trump. On est cette fois-ci dans l'arène criminelle. Il est accusé, je vais lasser nos auditeurs qui nous ont souvent entendu répéter la même chose, il est accusé d'avoir maquillé les livres de son entreprise, non pas d'avoir acheté le silence de Stormy Daniels, cette actrice de porno, parce que c'est parfaitement légal, mais de l'avoir fait avec une autre intention. Même pas celle, par exemple, de protéger sa famille de ces histoires qui auraient circulé, d'avoir acheté le silence afin d'orienter le cours des élections. C'est le crime qui lui est reproché parce que le maquillage des livres comptables, c'est un délit, ce n'est pas un crime. Il aurait payé une amende, il se serait pas retrouvé en prison, potentiellement en prison, si le procureur en ce moment disait, ou ne disait pas, M. Trump a fait ça pour tromper, c'est le cas de le dire, j'hésitais, tromper les électeurs et orienter le cours des élections. Donc, il a commis un vrai crime qui, lui, peut être puni de prison. Alors, je sors de mon sac à surprise ce matin, parce que le témoignage va recommencer, une anecdote qui est comparable et révélatrice peut-être de ce deux poids, deux mesures, et entendons-nous bien, c'est pas une défense de M. Trump que je suis en train de proposer, simplement de la perspective, la profondeur de champ, qui peut peut-être nous permettre de voir si, à l'occasion, quand il se plaint du traitement qui lui est réservé, il y a peut-être de bonnes raisons. On se souviendra qu'en 2016, ça nous ramène aux mêmes circonstances historiques, parce que c'est évidemment à la même période qu'on dit que M. Trump a joué dans ses livres et a essayé de maquiller son crime. En 2016, Hillary Clinton, qui était son adversaire, qui était la candidate du Parti démocrate, avec la complicité du DNC, le Democratic National Committee, a payé $1 million. Dans le cas de M. Trump, rappelons que c'était 130 000 $ qui ont été payés à son avocat ou remboursés à son avocat, Michael Cohen, pour acheter le silence de Stormy Daniels. On se comprend toujours. M. Trump a payé 130 000 $. Il a fait transiter ça par son avocat, puis il a mis dans les livres que c'était une dépense légale qui a d'ailleurs été remboursée à plus fort prix pour compenser M. Cohen pour son trouble. Alors, je reviens à notre candidate démocrate. En 2016, elle va engager, avec le DNC, le Democratic National Committee, elle va engager un bureau d'avocats, Perkins Coie,
qui, à son tour, va engager une entreprise qui fait ce qu'on appelle dans le monde de la politique du opposition research, de la recherche pour aller décrédibiliser, pour fouiller, trouver ou essayer de trouver des cadavres dans le placard de son adversaire politique. C'est une méthode connue. Ça existe chez nous. On fait de la recherche, on retourne dans le passé. Alors, ils ont engagé, ce bureau d'avocats, une entreprise qui faisait du Oppo Research, qui, elle, en retour, et c'est là que les choses deviennent intéressantes et se corsent, ont embauché un ancien espion anglais, Christopher Steele, pour qu'il monte un dossier sur les liens qu'aurait eu M. Trump avec Moscou, avec la Russie, et surtout qu'il établisse que les Russes, M. Poutine, avaient ce qu'on appelle de la compromat, de l'information compromettante qui aurait permis de soupçonner qu'il était manipulé par le Kremlin. Et au rang des informations, je rentrerai pas dans les détails grivois, il y avait cette histoire de relation dans un hôtel moscovite avec des prostituées, de douches colorées pour ainsi nommer les choses, donc de pratiques évidemment qui sont susceptibles d'indigner les électeurs. Alors cette recherche était, on le sait maintenant, absolument fausse, reposait sur rien. Et c'était un élément déterminant de la campagne de 2016. D'ailleurs, ça a fuité le détail du dossier, en fait, tous les détails du dossier, quelques semaines avant que Donald Trump ne prête serment. Après l'élection, mais avant qu'il ne prête serment. Quelle meilleure manière de le décrédibiliser. Et on soupçonne que c'est le FBI qui avait mis la main sur le dossier et qui a fuité l'information. Or, c'était une manière aussi, bien entendu, d'altérer le cours des élections. Madame Clinton ou sa campagne et le DNC ont été condamnés par la Federal Election Commission à payer une amende parce que c'était une dépense qui n'a jamais été faite de façon transparente. On reproche à peu près en substance la même chose au Parti démocrate et à la campagne de Mme Clinton d'avoir mis dans ses livres que c'était une dépense d'1 million pour des frais légaux chez Perkins Coie, qui, encore une fois, je le répète, ont engagé un intermédiaire, qui a engagé Christopher Steele, qui a produit le rapport. Est-ce que c'est une dépense électorale illégale? Est-ce que c'est du maquillage dans les livres? En tout cas, suffisamment pour que la Federal Election Commission décide d'imposer une amende de 105 000 $ au Parti démocrate et de 8 000 $ à la campagne de Mme Clinton. Est-ce qu'à un seul moment, on a parlé de la possibilité d'instruire un procès, de lancer une enquête criminelle contre Mme Clinton, contre le Parti démocrate ou contre la campagne de Mme Clinton? À aucun moment. N'est-ce pas surprenant? Alors, c'était mon petit truc que je sortais du sac à surprise ce matin, parce qu'il y a certainement des liens de famille à établir entre les deux affaires, et pourtant, dois-je ajouter autre chose? Est-ce que ça disculpe M. Trump de ce qu'il a peut-être fait? Certainement pas, la Cour aura à le dire. Est-ce que ça nous rappelle qu'il y a de la mauvaise foi? Est-ce que tu as beaucoup entendu les médias revenir sur cette histoire? Je précise, ça a été couvert. Il y a quelques entrefilets, si tu fais l'effort, qui rapportent ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a un seul chroniqueur judiciaire indigné, parce qu'ils le sont souvent, qui a rappelé ça, les circonstances, et fait le parallèle entre les deux affaires? Jamais. Alors on me dira, c'est pas exactement la même affaire. Je trouve que ça se ressemble étrangement. Si on reste dans le registre des affaires légales qui troublent peut-être l'ancien président Trump, en voilà une qui ne le trouble pas, parce que c'est de son point de vue une excellente nouvelle. Tu sais, j'imagine de quoi je parle. Oui, absolument. C'est la Cour d'appel en Géorgie aussi qui se penche sur un autre, très, très gros procès de M. Trump. C'est probablement t'as parfaitement raison, c'est probablement un des procès qu'il redoutait le plus, parce qu'on invoque évidemment là-bas une loi qui est extraordinairement violente pour ceux qui se retrouvent dans son étau, la RICO, qui avait été exactement, qui avait été mise en place pour lutter contre les grands patrons des familles dans le crime organisé. L'idée étant qu'on pourchassait leurs petits capots et on faisait en sorte de les menacer de ce que leur témoignage était non seulement essentiel à les disculper éventuellement, mais sinon qu'ils devenaient complices de tous les crimes de l'organisation. Mais inversement, ceux qui sont au sommet se retrouvaient complices
de ce que disait leur petit lieutenant en dessous. C'est une espèce de « je me tiens, tu te tiens par la barbichette » ou « je me tiens, nous nous tenons par la barbichette » qui a été mise en place pour lutter contre la famille du crime organisé de M. Trump, disions-nous, c'est-à-dire lui, ses collaborateurs et ses avocats. Ce qui fait, par exemple, qu'un avocat qui l'a conseillé au moment des semaines qui ont suivi les élections, d'employer un chemin ou un autre pour contester les élections, devenait lui-même potentiellement, parce qu'il a conseillé comme avocat le président, coupable d'avoir nié ou entravé le processus électoral. Alors, on dit, bon, OK, qu'est-ce que je fais? Ben, tu te mets à table, et si tu te mets à table, on va finir par te disculper, mais on va avoir le boss. Alors, c'était la méthode. Procès donc très sérieux, voilà pour le paysage, voilà pour le décor. Et là, hier, la Cour d'appel en Géorgie a accepté d'entendre le président Trump ou l'ex-président Trump et ses avocats qui disent qu'il y a un vice de forme. Ça nous ramène à ce qui s'est passé il y a quelques semaines, tu t'en souviens, c'était de la vraie bonne télé-réalité. Ouais. La procureure du comté de Fulton, Fannie Willis, c'est elle qui a monté tout le dossier, s'est retrouvée à son tour dans les câbles et dans le fauteuil de l'accusé parce que on a compris qu'il y avait une relation entre elle et celui qui en cours menait l'opération, celui qu'elle a engagé pour mener le combat contre M. Trump et les autres co-accusés, Nathan Wade. Et on a rapidement découvert qu'il y avait des questions de conflit d'intérêts qui pouvaient se poser. Il n'est pas avéré qu'il y avait réellement une question de conflit d'intérêts, mais est-ce que Mme Willis a engagé son amoureux pour pouvoir lui permettre de facturer des heures et qu'en retour, lui aurait donné des rétrocommissions? On se rend compte pendant le procès, pendant l'enquête, en fait, que M. Wade, effectivement, a amené la procureure du comté en voyage, lui a fait des cadeaux. Alors, elle dira non, j'ai toujours remboursé cash, mais il se trouve qu'il n'y a aucun reçu du guichet automatique, aucune preuve. Alors, ça se peut très bien, ça arrive entre amoureux, et c'est embêtant, effectivement, mais la question la plus profonde, c'était est-ce que leur relation avait commencé avant que ne débutent les opérations judiciaires? Dans le fond, est-ce que Mme Willis, qui a beaucoup de pouvoir, c'est la procureure du comté, choisit d'embaucher son amoureux pour livrer le combat? Ils ont toujours dit que c'était une relation qui s'était développée après. Or, la vérité, enfin, je peux pas dire la vérité puisque ça n'a pas été la conclusion du juge qui préside, tous les indices laissent à penser que c'était le cas et qu'ils ont menti sous serment les deux. Les deux ont menti sous serment en disant que la relation n'avait pas commencé avant. Juste à la face de ça, tu peux perdre ton droit de pratique. Tu peux être radié du barreau pour avoir menti sous serment. Le juge qui préside toujours, Scott McAfee, avait dit il y a quelque chose qui ressemble à des demi-vérités et il avait donné un choix au procureur, avait dit c'est ou Mme Willis qui quitte, se récuse, ou celui qu'elle a nommé pour livrer le combat en cours, M. Wade, son amoureux. Ouais. Wade immédiatement s'est retiré, mais il n'a jamais forcé Fannie Willis à se retirer. Et les avocats de M. Trump ont dit ça tient pas la route, c'est pas sérieux, il y a un vice de forme et on va aller en appel. Et ben, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont allés en appel. Et hier, la Cour a dit, on est prêt à vous entendre. Vous avez 10 jours pour déposer votre dossier. Concrètement, ce que ça signifie, peut-être pas qu'ils auront raison en appel, mais que ça va prendre des mois avant que ça soit attendu. Et ce procès n'aura jamais lieu avant les élections. Ouais, puis là, si c'est vrai que ces deux personnes-là sont véritablement tombées en amour, que c'est un coup du destin, c'est pas ce qu'ils voulaient, ben ils vont s'en mordre les doigts. Hein? Si tout ça, ça mène au fait que M. Trump est capable de s'en tirer, je pense qu'ils vont s'en vouloir longtemps. Et je m'en voudrais qu'on se laisse, Stéphane, sans parler de ton dernier invité, une autre grosse pointure à ton balado Contact qui est venu te parler, le ministre de la Justice français. Le ministre français de la Justice, garde des Sceaux, qui a dans le gouvernement un rôle très important à jouer. C'est un des poids lourds de l'équipe Macron, Éric Dupond-Moretti, pour parler d'un phénomène qui est très inquiétant, ce qu'on appelle souvent la mexicanisation de la France, c'est-à-dire cette idée que les narcotrafiquants contrôlent des partie du pays, du territoire, qu'ils sont influents sous serment des ministres du gouvernement et celui de l'économie en particulier au Sénat est venu dire un peu plus tôt cet hiver que les moyens des narco-États, des narcotrafiquants étaient
égaux et des fois supérieurs à ceux des États. Mais au-delà de ça aussi, c'est toute la question de la présomption d'innocence que je voulais aborder avec Éric Dupond-Moretti dans la foulée des affaires MeToo, mais en toutes circonstances, lui-même, comme ministre de la Justice, s'est retrouvé dans le collimateur de la justice et a vu sa présomption bafouée. Il n'a pas aimé l'expérience. Je propose, avant d'en ajouter, un petit extrait sur ce que représente aujourd'hui, justement, la justice. Le temps judiciaire n'est pas le temps médiatique. Il n'est pas non plus le temps politique. Ce sont des temps, des temporalités qui sont différentes. Et dans notre volonté d'aller vite, parfois dans des approches politiciennes, on s'affranchit de cette règle sacrée qui est la présomption d'innocence et qui est au cœur de notre état de droit. Parce que, il faut quand même le rappeler, la justice, c'est notre pacte social. Entre la barbarie et la civilisation, vous le dites souvent. C'est la règle de droit. C'est ça qui distingue la barbarie de la civilisation. Des mots forts. Ben, en fait, ça devrait pas être des mots forts. Ça devrait être un concept assez basique. On aimerait que la justice soit moins violente, qu'elle soit meilleure, qu'elle soit plus rapide, toutes sortes de choses. Mais c'est, à défaut de meilleure formule, le moins mauvais des systèmes. C'est pas le système idéal, c'est pas le système parfait, c'est le moins mauvais des systèmes. Et comme le dit le ministre de la Justice, qui a goûté justement à cette idée de ce que sa présomption d'innocence a été bafouée, il a été montré du doigt pour possible conflit d'intérêts. Ça s'est joué alors qu'il était ministre. Donc, imagine ce que c'est que d'être un ministre qui est dans le collimateur et qui ne peut pas commenter, mais dont on dit sur la place publique, ça sent mauvais. Et c'est ce qu'il dit. À chaque fois, si tu vois un policier débarquer chez ton voisin pour l'arrêter, tu vas dire, pas de fumée sans feu. Ils doivent avoir une bonne raison. Et si il se trompe sur toute la ligne, qu'est-ce que tu as fait en posant un jugement? Tu as présumé que parce que les policiers l'ont arrêté, il devait probablement être coupable. C'est ça la présomption d'innocence. C'est un muscle à développer. C'est une nécessité de se dire, zip, je me ferme la gueule, je ne pense pas, je vais laisser la justice suivre son cours. Ça ne veut pas dire que la justice peut pas se tromper. Ça veut dire surtout que la tentation de tout commenter, d'avoir une opinion et de juger haut et fort, dans certains cas même de pendre avant d'avoir entendu, c'est pas une bonne idée. Parce que je crois absolument à ce que dit le ministre dans ce cas-ci. Entre la barbarie et la civilisation, il y a une mince ligne et c'est la justice. On n'a pas fait mieux, mais en attendant de trouver mieux, je me rallie à ça. C'est une entrevue qui a l'air absolument fascinante et qu'on peut écouter justement sur Contact. Merci beaucoup, Stéphane Bureau. Toujours un plaisir. On se reparle bientôt. Bonne journée.